Bonjour à toutes et tous. Oui, je surprends en prenant la parole. Bienvenue au CIMI et sur le stand de Grand Paris Aménagement. J'invite celles et ceux qui seraient intéressés pour découvrir l'expérience de la première société publique locale d'aménagement d'intérêt national entre Grand Paris Aménagement et Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart à se rapprocher du stand. Et puis évidemment, les passants s'arrêteront, je n'en doute pas, pour écouter notamment Stéphane Raffaly, président de cette société, et puis vice-président de Grand Paris Sud et maire de Ris-Orangis, et Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement, qui est donc actionnaire dans cette première société. Alors, je me présente également, Camille Vielescaz, je suis directeur au sud de Grand Paris Aménagement, sur l'Essonne et la Seine-et-Marne, et puis directeur général de cette société publique locale d'aménagement d'intérêt national, Grand Paris Sud Aménagement, la contraction entre Grand Paris Aménagement et Grand Paris Sud, qui est née en quelques mots de la loi de février 2017 portant sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain, et qui a permis de construire une première société en France, 100% public, mais 100% public entre l'État et les collectivités, ce qui était inédit, puisque le 100% public jusque-là, sur les SPLA plus traditionnels, est avec les collectivités. Et donc l'État, à travers son outil d'aménagement, Grand Paris Aménagement, est donc rentré au capital de cette première société. Et au bout de 4 ans d'expérience, cette opération, bientôt 9, des études, une hybridation et une acculturation progressive, c'est de cela que l'on va parler. Un intérêt pour le développement du territoire même de Grand Paris Sud. Et donc, je vais, avec les deux invités qui vont venir sur le plateau, le petit plateau à qui je vais céder la place, je vais peut-être poser une première question à Stéphane Raffaly, parce qu'on est dans un territoire singulier, Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart. La ville nouvelle d'Évry, la ville nouvelle aussi de Sénart. Ce n'est pas un aboutissement, la SPLA. En réalité, c'est une étape dans la construction du partenariat entre l'État et les collectivités dans ce territoire. Est-ce qu'on peut s'en dire un mot? Parce que c'est une histoire longue avec la FTRP, avec l'ex-CP Évry et avec GPA aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que sur ce territoire de seconde couronne parisienne, pendant très longtemps, l'État a été omnipotent, omniprésent, jusqu'à faire émerger ex nihilo une ville. Et on a connu ce mode de faire la ville pendant une trentaine d'années, jusqu'à la fin des opérations d'intérêt national dans les années de ville. Aujourd'hui, nous sommes en droit commun. Et il est vrai, quand on regarde à l'échelle francilienne l'ensemble des acteurs qui participent à l'aménagement du territoire, la première chose qui frappe et qui choque même, c'est la multiplicité des pôles de décision. Vous avez des acteurs, une multitude d'acteurs sur les questions de transport, sur les questions de création de logements, de développement économique, etc. L'Île-de-France, c'est cette multiplicité d'acteurs, presque des féodalités erratiques, selon le mot de Marcel Gauchet. Et donc, tout ce qui peut nous permettre de rapprocher les puissances publiques pour qu'elles arrivent à intensifier un dialogue qui leur permet de croiser en fait leurs intérêts respectifs et leurs objectifs respectifs, c'est toujours bien. Et donc, ce qui a présidé à l'affectio societatis de cette société publique locale d'aménagement d'intérêt national, c'est d'abord ça, c'est de rapprocher en fait les puissances publiques locales et l'État pour qu'enfin, dans une société commune, à capitaux croisés, on puisse échanger sur les projets que nous avons apportés ensemble. Camille rappelait la date de la loi Paris en 2017, mais cette affaire a commencé quelques années avant. C'est 10 ans de négociations pour être entendus et nous permettre enfin cet accord sociétal qui d'ailleurs a été accompagné d'un accord foncier, ce qui est très important. On pourra y revenir si vous le
le souhaiter pour la définition du prix du foncier. Je sais que c'est une des grandes préoccupations de Grand Paris Aménagement. Et d'ailleurs, il y a une méthode qui sera proposée au prochain conseil d'administration. Donc, on va porter un projet ensemble. Et le projet de territoire, évidemment, il doit intégrer l'ensemble des défis que nous avons en tête. Donc, le territoire de Grand Paris Sud, c'est d'abord la volonté de s'inscrire pleinement dans la transition écologique et sociale. On a rédigé l'introduction à notre schéma de cohérence et d'organisation territoriale, et dès les premiers mots, cette stratégie est réaffirmée. Nous souhaitons avoir une sobriété foncière jusqu'à faire de cette agglomération une terre nourricière. Pourquoi ? Parce que nous avons une singularité, c'est que sur Grand Paris Sud, 1300 hectares sont propriété publique, non urbanisés encore aujourd'hui. Et donc on pourrait tout à fait imaginer que les développements en matière économique, en matière d'habitation soient réalisés sur des friches pour respecter le principe du zéro artificialisation nette, et qu'on puisse mobiliser en fait le foncier public à d'autres fins, et notamment à l'agriculture urbaine pour l'organisation de circuits ultra courts. Nous sommes en train, au sein de Grand Paris Sud, de faire les études qui nous permettraient de démontrer que nous pouvons respecter les portées à connaissance en matière de création de logements. Grand Paris Sud, c'est 2400 logements demandés par l'État par an. C'est une vraie gageure que de réussir cette production. Mais ça pourrait aussi devenir l'espace, le grenier de l'Île-de-France, en tout cas en partie, pour produire des fruits et des légumes qui pourraient servir aux habitants, puisque aujourd'hui, en Île-de-France, vous avez essentiellement de l'agriculture qui va à l'export et qui ne bénéficie pas aux populations locales. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est que même si nous sommes territoire de seconde couronne, nous souhaitons participer à la dynamique métropolitaine, porter des projets à rayonnement régional et national. Évidemment, là aussi, on s'appuie sur les premières briques posées d'ailleurs à l'époque de la ville nouvelle sur les économies innovantes. On pense à tout ce qui peut se passer autour du Génopôle, de l'université, de l'hôpital sud-francilien sur la médecine de demain, et en utilisant évidemment notre savoir-faire en matière de biotechnologie. Et nous essayons aussi de participer à la création d'une filière nouvelle qui serait sur l'axe sport-santé avec le cluster Grand Paris Sport. On s'est rendu compte qu'à l'échelle nationale et même dans un benchmark international, jamais personne s'était saisi de manière systématique pour structurer en fait cette filière à fort potentiel. Donc à la fois respecter l'écologie urbaine, les principes d'écologie urbaine, participer à la dynamique métropolitaine et reprendre, c'est le troisième axe, reprendre la grande ambition géniale de Delouvrier et de De Gaulle, c'est d'intégrer les territoires périphériques dans la dynamique métropolitaine dans une logique de multiplication des centres, de polycentrisme. Et donc on souhaite évidemment créer l'ensemble des aménités qui font la ville sur notre territoire qui est à 25 km de Paris. Là aussi c'est un effort, puisque sur les questions de l'université, sur les questions des transports, évidemment il y a encore beaucoup à faire. Et donc grâce à cet outil, je pense que nous pourrons respecter l'ensemble de ces objectifs. Et puis je dirais que la SP Alliance, c'est aussi une caisse de résonance, puisqu'il y a une telle proximité entre les administrations centrales et les élus locaux qu'on peut se dire les choses très directement. Et la confrontation des cultures, elle est utile, non pas pour réactiver la guerre des religions entre les Jacobins, les Girondins, mais au contraire, pour essayer de constituer l'alliage qui nous permettra de porter les ambitions communes. Merci. C'est effectivement le partenariat de long terme qui est généré par cet outil qui en fait sa spécificité. Alors c'est la première, je le disais, en France, à l'issue de la loi qu'on évoquait. Stéphane Defaille, parce que vous aurez remarqué que j'ai deux patrons et ils s'appellent tous les deux Stéphane. Stéphane Defaille, pourquoi
GPA, pourquoi ces tutelles, ministère du budget, ministère logement et urbanisme, se sont dit à un moment donné, on va rentrer dans une logique qui plus est de filiale, puisque GPA est majoritaire à 51%, dans cette logique de partenariat un peu redéfinie avec la collectivité, avec une gouvernance partagée. Quel a été le choix qui a conduit à ce qu'aujourd'hui on soit dans cet outil mixte où effectivement, comme le rappelait Stéphane, des projets se construisent dans une gouvernance totalement partagée entre les élus et l'État? Alors, bonjour à toutes et tous. Clairement, donc c'est d'abord Thierry Lajoie qu'il faut féliciter pour cette étape qui a été décisive. Et effectivement, comme tu le dis Camille, la première, donc aussi un chemin qu'on défriche. Moi, je suis frappé du bon sens qu'il y a derrière tout ça. Parce que quand on est un aménageur comme Grand Paris Aménagement qui intervient sur beaucoup de territoires, souvent il peut y avoir une frustration qui est d'intervenir à l'échelle d'opérations élémentaires, alors que une somme d'opérations ne fait pas un projet. Il y a un vrai enjeu majeur à avoir un accompagnement dans le temps long des collectivités, de leurs projets politiques. Quand on est un acteur comme Grand Paris Aménagement, fût-il un acteur d'État, je rappelle toujours que nous sommes d'abord au service des collectivités locales. Ce sont les maires qui sont légitimement élus et on sait à quel point il y a un attachement des Français aux maires. Et c'est important de rester sur ce registre-là. Mais c'est important aussi de pouvoir apporter une ingénierie, une expertise en appui des services de la communauté d'agglomération en l'occurrence, et des villes en particulier dans le cadre des projets. Et d'ailleurs, moi j'ai été très frappé lors de la première réunion que nous avons eue ensemble, c'est de voir à quel point cette confiance elle était là. Et encore hier, lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu, on voyait exactement ce que Stéphane Rafagui évoquait à l'instant, c'est-à-dire un dialogue très franc, très direct entre les différents préfets représentants de l'État, le secrétaire général de la préfecture, les administrations et les élus du territoire, et qui est un dialogue fructueux parce qu'il permet une compréhension mutuelle. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est une capitalisation sur le temps long. Pour nous, c'est aussi important parce que le rôle de Grand Paris Aménagement ne s'arrête pas à faire des opérations d'aménagement, mais bien à être un accompagnateur de la transformation des territoires, dans toutes leurs dimensions, et notamment dans cette dimension extrêmement importante que vous rappeliez à l'instant, à savoir celui de la dynamisation économique des territoires. C'est important que cette polycentralité, qui est au cœur de nos opérations, aujourd'hui Grand Paris Aménagement, nous intervenons entre Nemours et Villiers-le-Bel, à l'est, à l'ouest, absolument partout. C'est important que nous puissions être vraiment des acteurs et des ferments de ce polycentrisme. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on travaille. D'ailleurs, s'il fallait simplement une preuve de la confiance, c'est le développement du chiffre d'affaires de la société, le développement des opérations, et qui se fait de façon totalement naturelle, parce que, et moi j'ai bien entendu ce que vous disiez dès le départ, c'est votre outil, et c'est totalement vrai. Il y a une gouvernance qui est vraiment pleinement aux mains des collectivités, et ça c'est important pour qu'on puisse s'inscrire dans le temps long. Et d'ailleurs, moi je suis intimement convaincu que c'est un modèle d'avenir, un modèle d'avenir à tel point que nous aujourd'hui nous envisageons d'en créer d'autres. Très probablement dans les semaines qui viennent, la seconde sera créée. Et là aussi avec ces mêmes ambitions de créer des lieux de dialogue, mais de créer aussi des lieux d'enracinement sur le temps long, sur les territoires, pour avoir un vrai impact au service des collectivités et de leurs projets. Oui, ça traduit effectivement, vous l'avez tous les deux évoqué, un peu une sorte de convergence des puissances publiques dans une forme d'évolution en fait du modèle d'aménagement. C'est un peu ça qui est en train de se produire à travers cet SPLA, cet outil et cette capacité à du coup porter plus rapidement des opérations qui sont par nature complexes. Je pense tout à fait, et Stéphane Rafagui l'a dit, et l'histoire de ce territoire est singulière, puisqu'il y a eu un établissement public d'aménagement sur ce territoire. À une époque où il n'y avait pas de ville, finalement, qui a été créée pour ça.
Pendant longtemps, les établissements publics d'aménagement ont d'ailleurs été ces lieux de dialogue, et ils le sont encore sur certains territoires. Je peux en témoigner en venant de Bordeaux. À Bordeaux, il y a une vraie gouvernance partagée au sein d'un conseil d'administration. Parfois, des histoires font qu'il y a plus un divorce. Ça a été le cas sur Évry. Mais je pense que cette forme-là, non pas d'opposition entre les différentes strates de légitimité publique, mais de complémentarité, ça, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, et je partage totalement ce que vous disiez, Stéphane, tout à l'heure, en disant notamment que la pluralité des centres de décision tue la décision. D'autant plus que ce n'est pas toujours des centres de décision qui ont tous la même légitimité. On a aussi une multiplication des structures diverses et variées, et il faut réussir à tenir des projets. Tenir des projets sur le temps long, c'est une gageure, surtout quand beaucoup de paramètres changent autour de nous et qu'il faut qu'on soit totalement à l'écoute de cela. Est-ce que, je regarde pour essayer d'être un peu interactif, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à Stéphane Defaille ou Stéphane Raffaly? Est-ce que quelqu'un oserait poser une question? Oui? Bien sûr. Je me posais tout simplement la question de la deuxième SPLAIN. La deuxième. Pour quel territoire serait concerné? Alors ça, je laisserai la primeur aux élus de ce territoire de le dire, tout d'abord. C'est quand même le point le plus important pour commencer ces relations. La seule chose que je dirais, c'est qu'on est, pour le coup, la première était au sud, on va plutôt partir vers le nord. Mais le nord, à partir du sud, est extrêmement vaste quand on part d'Évry. Voilà, donc on n'en dira pas plus pour l'instant, mais c'est de dire qu'effectivement c'est un modèle non seulement d'aménagement, mais qui plus est de développement pour Grand Paris Aménagement, qui a vocation à se développer un petit peu partout. Peut-être revenir simplement sur le territoire Grand Paris Sud en tant que tel. On a évoqué les ambitions en matière de transition écologique, il y a la question des mobilités, il y a la question de la qualité du logement produit. Peut-être à partir des opérations elles-mêmes, on a aujourd'hui 7 opérations, je disais bientôt 9, on avait le conseil d'administration hier, un doublement du chiffre d'affaires en 4 ans. Donc c'est effectivement une société qui fonctionne. Il y a quelques grands projets de développement, y compris sur lesquels la SPLA sera appelée demain à se positionner. Je pense par exemple au secteur, puisque ça a été très rapidement évoqué, Grand Paris Sport, de l'hippodrome. Est-ce que Stéphane, tu veux en dire quelques mots peut-être? Ça renvoie à l'histoire des 40 dernières années qu'on évoquait en introduction tout à l'heure. C'est qu'il y a une partie de ce territoire qui n'est pas urbanisée et qui pourtant est sous maîtrise publique, puisque à l'époque de la ville nouvelle, à l'époque de l'établissement public qui a précédé à la SPLAIN, on a acheté beaucoup de foncier, et ce foncier est disponible. Et donc, par nature, je dirais, le territoire de Grand Paris Sud est un territoire de développement. Ce foncier disponible, maîtrisé par la puissance publique, c'est une ressource qu'on doit évidemment précieuse, qu'on doit absolument valoriser. Et les espaces dont parle Camille, ce sont des espaces en entrée nord de l'agglomération, du côté de Grigny, de Risserangis, d'Évry, composés d'une friche industrielle, une ancienne usine de fabrication de biscuits qui a été délocalisée à l'est, les phénomènes de désindustrialisation. C'est un territoire qui a évidemment subi de plein fouet ce phénomène. Un hippodrome qui, lui, a fermé ses portes alors que c'était le plus moderne d'Europe au milieu des années 90 au profit des hippodromes parisiens. Donc, deuxième phénomène après la désindustrialisation, la gentrification. Et des terrains, propriété de l'État, propriété de GPA, autour de gares, donc des gares au milieu de nulle part. Donc l'ensemble de ce foncier d'à peu près 200 hectares nous encourage à écrire un modèle urbain qui soit conforme au canon que je rappelais tout à l'heure de l'écologie urbaine, d'autant que ces 200 hectares sont à proximité d'un bois de 250 hectares. C'est l'équivalent du bois de Vincennes et du bois de Boulogne. Donc c'est un vrai collecteur métropolitain et qui pourrait être relié dans une trame verte et bleue à la Seine et à la forêt de Sénart, ce domaine de 3500 hectares qui peine
a trouvé sa vocation sur nos territoires, parce que très peu de gens, en réalité, fréquentent ces lieux. On a tourné le dos à la Seine et on va très peu dans les forêts. Donc il y a un enjeu de réintégration de ces éléments naturels. Bref, donc avec les équipes de Grand Paris Aménagement qui connaît bien le sujet de Grand Paris Sud Aménagement, donc la SPLAN, on va reprendre le crayon pour nous permettre d'aller au bout de cette histoire qui, évidemment, sera confiée à nos successeurs, puisqu'il est probable que voilà, c'est un projet qui nous liera pour une bonne vingtaine d'années. Alors, ne tourne pas trop le dos à la Seine, hein, parce que tu as failli tomber. Je ne sais pas s'il y a une autre question qui souhaite être posée. Non, pas d'autres questions pour l'instant. Alors peut-être revenir sur cette histoire du foncier. On le sait aujourd'hui dans les opérations d'aménagement, le nerf de la guerre, dans l'équilibre des choses, se joue autour du foncier. Et c'est vrai que comme le disait Stéphane, une des particularités et une des grandes chances du territoire, sur la ville nouvelle notamment, ça a été la stratégie d'acquisition foncière de l'État à l'époque qui fait que Grand Paris Aménagement est propriétaire en dehors des ZAC d'à peu près 200 hectares dans le diffus. Grand Paris Sud a aussi toute une stratégie d'acquisition et donc à travers la SPLA, il y a un pacte foncier qui fait que ces fonciers sont mobilisables prioritairement pour les opérations du territoire et donc un enjeu de maîtrise du foncier public. Je sais que la réflexion se conduit d'ailleurs de pouvoir, au-delà de ça, expérimenter à l'échelle du territoire avec la mobilisation de l'ensemble des fonciers publics, y compris ceux de l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui aurait matière à pouvoir permettre là aussi de pouvoir faciliter la sortie d'opérations complexes dans ce territoire ? Aujourd'hui, le foncier de l'État en Ile-de-France, et là je vais évoquer juste une toute petite partie du foncier de l'État en Ile-de-France, ce sont des milliers d'hectares. Rien que Grand Paris Aménagement gère pour le compte de l'État ou est propriétaire de plus de 5000 hectares sur le territoire francilien. Et quand on regarde de près ce foncier, très souvent c'est du foncier qui n'est pas mobilisé. Qui n'est pas mobilisé parce que d'abord il n'est pas toujours connu. Il y a un vrai sujet de repérage, qu'il est souvent ambigu dans sa finalité. Il y a une ambiguïté un peu historique de l'État entre la mobilisation du foncier pour remplir les caisses, avec d'ailleurs, vous l'avez peut-être en tête, mais l'État est la seule collectivité publique qui a l'obligation de vendre aux enchères ses fonciers par adjudication, ce qui est problématique, et en même temps des enjeux de politique publique qui parfois ont produit des effets, mais dont on voit que c'est quand même laborieux. Ce qui est très intéressant sur le territoire de Grand Paris Sud, c'est que pour le coup, et tu viens de l'évoquer, il y a une vraie stratégie foncière à l'échelle de la communauté d'agglomération et une vraie réflexion sur l'usage du foncier qui a anticipé finalement la loi climat et le ZAN. Vous l'évoquiez avec la question d'ambition, y compris d'agriculture nourricière. Donc, on a des ingrédients qui permettent à un moment donné, non pas de se regarder en chien de faïence avec le foncier de l'État d'un côté, le foncier de chaque strate de collectivité de l'autre, mais à travailler ensemble. Après, on est au début du chemin. Enfin, je ne veux pas pêcher par optimisme béat. On sait que c'est compliqué. Mais quand on voit déjà le chemin qui a été fait en 4 ans sur, alors, comme disait Stéphane, avec 10 ans de préparation derrière, mais quand même tout le chemin de confiance qui a été fait en 4 ans, moi je suis très optimiste sur le fait qu'en tout cas sur ce territoire-là, on a une chance d'avancer peut-être plus vite et peut-être d'ouvrir la voie sur des manières d'aborder cette question du foncier public sur d'autres territoires. Parce que c'est vraiment un enjeu qui est un enjeu au-delà de la simple communauté d'agglomération. Mais commençons déjà là et commençons à bien le faire. Et aujourd'hui, nos équipes travaillent vraiment main dans la main sur ces sujets pour tout simplement pour se rendre capable de donner la destination la plus pertinente possible au foncier public dans une logique de vraiment long terme et non pas dans une logique court-termiste de valorisation économique ou en tout cas pécuniaire. Tu veux rajouter un mot, Stéphane ? Oui, dans l'action publique, on peut attendre un prix immédiat, mais on a aussi ces notions de bilan coût-avantage sur le long terme. Et je pense que
l'État, les puissances publiques doivent absolument avoir cette boussole quand ils réfléchissent au sujet dont on parle. Donc la mobilisation du foncier public, à un moment où le débat public va s'intensifier dans une pré-campagne électorale pour la présidence de la République, je pense que ces sujets-là, compte tenu des difficultés des territoires périphériques, le mouvement des Gilets jaunes, etc., on voit bien que cette valeur, qui d'ailleurs a été achetée dans les années 60-70 pour la plupart, dans des conditions un peu rocambolesques parfois, nous racontent nos aînés élus, est valorisée dans les comptes de l'État à zéro. La réalité, c'est que dans les comptes de l'État, c'est à zéro. Et donc l'idée qu'on puisse mettre au pot comme un apport en nature, parce que les bilans d'aménagement, quand on travaille des friches, sont par nature là aussi déséquilibrés, je pense que ce serait de bonne politique. D'ailleurs, certains candidats dans les élections antérieures s'étaient risqués à faire cette promesse. Elle n'a jamais été tenue, mais l'histoire peut se répéter et un jour se réaliser. Et c'est vrai que dans le pacte foncier constitutif de la SPLA, outre l'identification de ces fonciers, une méthode de valorisation dite à rebours, c'est-à-dire qu'on en fait pas complètement une variable d'ajustement, mais on rend possible, en tout cas le foncier ne doit pas freiner, son coût ne doit pas freiner la sortie des opérations et donc leur équilibre prévisionnel. Donc on travaille en méthode à rebours sur ce foncier. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du contrat de société, de l'affectio societatis, du rapport État-collectivité locale, mais il y a ce pacte d'actionnaires qu'il faut qu'on regarde très précisément et qu'on puisse l'appliquer sur une ou deux opérations pour créer une expérimentation et qui pourrait faire école. Je pense que c'est très utile de s'y référer compte tenu des projets en gestation que nous sommes en train de préparer. Voilà, puis on le disait, beaucoup de perspectives de développement sur le territoire de Grand Paris Sud. Est-ce qu'il y a un regret de poser une question? Je me tourne une dernière fois. Non? C'est bon? Je vois quelques personnes de Grand Paris Sud qui ne veulent pas intervenir. C'est bon? Ok. Bon, bah écoutez, je pense que, à moins que vous souhaitiez rajouter un mot. Merci Camille. On a fait le tour. Merci. Oui, c'était pas un exercice facile. Il faut faire tous les animateur. métiers. Hein, c'est ça, voilà. Merci à Mais toi. ah, si, on a une question là-bas. Juste 2 secondes. Merci beaucoup. J'avais une question concernant l'artificialisation des sols dont vous avez peut-être parlé. Je suis arrivé un tout petit peu après le démarrage de la réunion. Je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à cette problématique. Parce que d'un côté, vous avez un développement économique à mener. De l'autre côté, il y a un rééquilibrage aussi à faire avec tout ce qui est agriculture. Et pas urbaine, cette fois-ci, c'est de la vraie agriculture avec des champs qui sont cultivables. Donc, quelle est votre position par rapport à ça? Et quelle est la répartition en fait, que vous envisagez à moyen long terme entre l'urbanisation et la partie agricole? Très bonne question. Je vais laisser Stéphane. Rafali. On va affronter le sujet très directement. Hein. Ce sont des objectifs qui doivent être partagés par tous. Je pense que les climato-sceptiques aujourd'hui ont perdu le débat culturel et politique et qu'il faut faire attention évidemment aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi au respect de la biodiversité. Et donc on va tenter, dans une équation qui est à écrire, de respecter cet objectif de zéro artificialisation, en même temps qu'on essaiera aussi le zéro émission par des modes constructifs biosourcés. Comment on fait? Il faut se coller au cas pratique. Il faut rentrer dans le réel. À Ris-Orangis, parce que je suis maire de cette commune, nous rentrons en révision du plan local d'urbanisme dans quelques semaines, sans doute au premier trimestre, pour traiter l'ensemble des sujets que nous avons ensemble. Et nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME, avec l'aide du CEREMA, pour nous permettre, à l'échelle d'un territoire de 850 hectares, une commune de 30 000 habitants, avec beaucoup de fonciers disponibles, de rentrer dans le dur de ce sujet. Et je le disais tout à l'heure, avec des boussoles très simples, c'est on travaille les friches et on développe sur les friches, et on tente de valoriser, de révéler l'ensemble du patrimoine naturel et respecter les terres qui méritent de l'être. Voilà, donc on sera obligé de faire des arbitrages, puisque la définition du ZAN est encore à écrire, des définitions réglementaires, nationales, etc. Mais on voit bien qu'il y a une marge, il y a une zone grise qu'il nous faudra affiner et mieux définir. Mais
on respectera cet objectif sans jamais le contester, un peu comme on l'a fait d'ailleurs à une époque avec les plans de prévention de risques d'inondation, les zones naturelles, les SNIEF, les périmètres Céveso, etc. Toutes ces servitudes nationales qui viennent impacter évidemment les bilans, les équations des projets d'aménagement, et qui sont absolument originelles dans tout projet d'aménagement. Et là, l'artificialisation, Stéphane, l'artificialisation nette, hein, effectivement, c'est le N qui est aussi important dans l'histoire, une artificialisation en tout cas qui soit réinterrogée. C'est finalement quelque chose qui se pense nécessairement à une échelle de plusieurs opérations. Grand Paris Aménagement, la SPLA sont des outils un peu pertinents pour pouvoir penser ces équilibres-là. Alors, effectivement, et d'ailleurs, la loi prévoit que ce soit d'abord les documents de planification qui traitent cette question, puisque la somme des opérations d'aménagement n'est pas toujours la bonne réponse. Toujours est-il que même en tant qu'aménageur, aujourd'hui, nous portons d'ores et déjà des opérations de pure renaturation. On est très loin aujourd'hui du métier d'aménageur tel qu'on pouvait l'imaginer à certains moments, d'avoir un périmètre de champ sur lequel on fait pousser comme des champignons une ville. Aujourd'hui, de plus en plus, on est à la fois dans du recyclage urbain, mais aussi même de la reconquête naturelle de territoires. On le fait avec l'établissement public Orly-Rungis-Seine-Amont qui est fédéré à GPA sur Villeneuve-Saint-Georges, sur les berges de Guiers. On le fait aussi à Tremblay avec le wagon du Sausset. Et on est en train de regarder ça de manière très très précise parce que pour travailler le net, il faut aussi savoir comment est-ce qu'à un moment donné, on retransforme un territoire artificialisé en un territoire qui peut être agricole, qui peut être naturel. Tout ça pour ne pas mettre non plus la ville sous cloche. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder le défi avec beaucoup de confiance, je pense. Je vous invite vraiment à regarder ce que l'Institut Paris Région a produit sur ce sujet de l'artificialisation des sols et à regarder surtout dans le rétroviseur. Parce que l'Île-de-France a déjà diminué son niveau d'artificialisation annuel par plus de 2 sur la dernière décennie, tout en augmentant les rythmes de construction. Alors, bien sûr, c'est une tendance et il faut se battre pour y arriver, mais ça montre quand même que les équilibres sont là. Et nous avons commencé à travailler au sein de GPA pour anticiper quelle serait notre propre trajectoire sur la totalité des opérations portées. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la dynamique du moins 50% à horizon 2030, en fait, elle est tout à fait à portée de main. Donc il faut le travailler, il faut passer à l'acte et il faut mesurer également comme le fait la commune de Ris, parce qu'il faut qu'on suive dans le temps les choses. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une incantation autour de ces sujets-là, en prenant juste garde à zéro artificialisation nette. C'est pas on ne va plus artificialiser 1 mètre carré, parce que ça c'est mortifère. C'est vraiment comment est-ce qu'on a une stratégie d'ensemble. Et la stratégie elle est au niveau d'un territoire et les aménageurs que nous sommes, la SPLA, Grand Paris Aménagement, le PA Orsa ou d'autres, nous devons être au service de la mise en œuvre de cette stratégie en venant apporter y compris une ingénierie, y compris financière, nouvelle, notamment sur ces questions de développement des espaces naturels. Merci. Et Grand Paris Sud se fixe des objectifs extrêmement ambitieux en la matière. On le verra d'ailleurs dans le contrat de transition écologique. Mais c'est vrai que pour autant, la SPLA continue de se développer, y compris sur du recyclage urbain. Et les opérations comme Parc aux Lièvres ou demain comme les Pyramides, sur lesquelles j'étais en visite hier, sont aussi des opérations importantes pour le développement du logement et de l'activité sur les territoires. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous de votre écoute. Merci Camille. Et bonne journée.